Eh bien, bonjour, bonjour, chers amis sur Point de Rupture. Comme d'habitude, on a l'honneur d'avoir des invités de marque et aujourd'hui, je crois que vous allez être ravis. D'ailleurs, moi, je le suis parce que c'est très rare. Je ne devrais pas dire ça à titre de comparaison par rapport à toutes les autres personnes qu'on a eues, mais l'éventail de connaissances et d'expériences et surtout la palette intellectuelle de notre invité d'aujourd'hui est remarquable. Il s'agit d'Antoine Dress, qu'on connaît en tant que Egonon, et qui aujourd'hui est plutôt un partisan de la remigration face au grand remplacement qui nous menace. Donc, au lieu de chercher à expliquer exactement qui il est, etc., je vais le laisser se présenter auprès de vous tous et ensuite on va rentrer dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, notamment la remigration et est-ce que c'est quelque chose qui est possible en France, en Europe, tel que c'est en train d'être effectué actuellement aux États-Unis. Donc, Antoine, bienvenue, bienvenue sur Point de Rupture. On est ravi de t'avoir ici parmi nous. Et alors, dis-nous qui tu es et comment tu en es arrivé là à te préoccuper de ce genre de choses. Alors tout d'abord, merci pour cette invitation et merci pour ces très gentils mots de bienvenue. Je suis très touché par ce que tu as dit et j'espère que je serai à la hauteur de cette réputation comme ça, de cette petite description que tu as faite de moi à ton public. Alors, bon, pour me présenter, ce n'est pas toujours l'exercice le plus simple, mais donc je m'appelle Antoine Dress, j'ai 29 ans, je suis belge, je viens de Liège, donc de la partie francophone de Belgique, même si j'ai aussi une partie de ma famille qui vient de Gand, donc de la Flandre. J'ai fait des études de philosophie. Je pense que les gens qui suivent ma chaîne le savent, car je tiens donc une chaîne de philosophie sur YouTube qui s'appelle Egonon, qui est consacrée à la philosophie politique, sur laquelle je présente des penseurs, des auteurs, des concepts de droite. Et je dis de droite au sens très large. On pourrait parler de la gauche et de la droite si tu veux dans cette émission, mais je ne sais pas si on aura le temps. Mais pour moi, la droite est très plurielle. Il y a toutes sortes de traditions politiques, de traditions intellectuelles au sein de ce qu'on appelle la droite. Le conservatisme, la contre-révolution, la pensée réactionnaire, la nouvelle droite, etc. Et donc j'essaye de d'examiner de manière la plus rigoureuse, la plus précise possible, la plupart des grandes pensées qui ont marqué toutes ces traditions sur ma chaîne. Et donc, chaîne que j'ai intitulée Egonon. J'avais commencé cette chaîne à la fin de mes études de philosophie. Je faisais ma dernière année de master à Bruxelles quand j'ai fait cette chaîne et je l'ai intitulée Egonon en raison d'un proverbe latin qui est etiam si omnes ego non, même si tous, moi pas. Et c'était une manière de rappeler la nécessité de ne pas se compromettre, de refuser tout compromis avec ses principes, avec ses croyances. C'est-à-dire que nous baignons dans le mensonge actuellement, nous baignons dans des idées fausses, etc. Et plus ou moins au moment où je pensais à faire cette chaîne, je relisais un très beau texte de Solzhenitsyn qui s'appelle Vivre sans mentir, Жить не лжи. Et Mhm. d'ailleurs, une de mes toutes premières vidéos sur ma chaîne portait sur ce texte de Solzhenitsyn. Et dedans, Solzhenitsyn, qui a écrit cela peu de temps avant son exil hors de la Russie, disait que même si le mensonge recouvre absolument tout dans la société et qu'on ne peut pas y faire grand-chose, au moins, veillons à ce que le mensonge ne passe pas par nous, que nous soyons le premier rempart de ce refus de la compromission, d'une certaine manière. Et donc c'est ça, c'est l'idée principale que j'ai essayé d'exprimer dans cette belle locution latine qui est devenue aussi la devise des Clermontonnaires au Moyen Âge. Alors certains font remonter aussi l'origine de cette devise à la fameuse parole de Saint Pierre au Christ, même si tous te renieront, moi je ne te renierai pas. C'est peut-être une reconstruction a posteriori, je ne sais pas, mais en tout cas je trouve ça intéressant. Et donc j'ai fait cela déjà depuis quelques années. Je crois que ça fait maintenant 4 ou 5 ans que je tiens cette chaîne YouTube. Entre-temps, j'ai vécu en Pologne, à Varsovie, pendant 2 ans et demi, au moment où j'ai commencé à essayer de vivre d'ailleurs de cette activité sur Internet. Je me suis aussi engagé dans l'Institut Iliade, qui est un think tank, comme on dit, un groupe de réflexion métapolitique français pour la défense de la civilisation européenne, l'Institut Iliade, qui a été fondé selon les vœux de Dominique Vénère.
dont je suis le responsable des éditions. C'est-à-dire qu'il y a un pôle de formation, c'est-à-dire que l'Institut Iliade propose des formations chaque année à plusieurs personnes, organise un colloque, un grand colloque annuel à Paris. Cette année, ce sera le 11 avril, si je ne me trompe pas, dans la Maison de la Chimie. Et il y a aussi une maison d'édition, et je suis le responsable de cette maison d'édition. Donc voilà un peu mes casquettes. Alors j'écris aussi des articles ici et là, notamment pour la revue Éléments. Et effectivement, il y a peu de temps, je dirais l'année passée, j'ai commencé à m'engager plus ouvertement en faveur de ce qu'on appelle la remigration. Là récemment, je crois que c'était en décembre, j'ai fait une longue vidéo sur ma chaîne sur le livre de Martin Sellner, qui est un militant identitaire autrichien et qui est le principal avocat, si je puis dire, de ce projet qu'est la remigration, donc dans Mhm. lequel j'ai essayé d'exposer le plus précisément possible la manière dont il envisageait ce terme. Car Martin Sellner, euh, en Europe, est un peu l'origine, celui par qui le scandale est arrivé, si je puis dire. C'est-à-dire que bon, la remigration, on en parle depuis une dizaine d'années, mais il y a une dizaine d'années, c'était un terme qui était quand même très restreint, aux marges des bas-fonds d'Internet, si je puis dire. On en parlait un peu, c'était des mèmes, c'était très ironique. Au fond, on n'y croyait pas toujours, on n'était pas toujours très convaincu de sa possibilité. Éric Zemmour en a parlé lors de la campagne présidentielle, hein, en France, et donc il a fait davantage connaître ce concept. Mais au niveau européen, Martin Sellner est une des personnes qui a le plus travaillé pour sa mise en œuvre, en tout cas pour sa popularisation, et notamment parce qu'il a provoqué un scandale en Allemagne, euh, puisqu'il y a eu une rencontre entre des politiciens de l'AfD, Martin Sellner, certains grands entrepreneurs et même certaines personnes de la CDU, oui, près de Potsdam, qui se sont réunis pour parler des modalités d'une politique de remigration. Ben, si une remigration doit être mise en place, comment la faire? Cette rencontre a été fuité, c'est-à-dire que des journalistes de gauche ont parlé de cette affaire, ce qui a provoqué un énorme scandale en Allemagne, ce qui a suscité toutes sortes de manifestations dans toute l'Allemagne, en particulier l'Allemagne de l'Ouest, pour demander l'interdiction de l'AfD, etc. Martin Sellner a été interdit de séjour en Allemagne. Imaginez quand même, c'est un Autrichien et il ne pouvait pas traverser la frontière allemande Ouais. parce qu'il défend en fait la culture et la nationalité allemande, qui est complètement aberrant, alors que des terroristes ou des sans-papiers peuvent tous très bien entrer en Allemagne. Et en fait, pour répondre à ces accusations, Martin Sellner a surenchéri, si je puis dire, en proposant un livre, en écrivant un livre sur la remigration pour dire, mais voilà, on m'accuse de prôner toutes sortes de scénarios inhumains, scandaleux, etc. Mais voilà ce que je propose concrètement. Donc il a écrit ce livre qui a été traduit déjà en italien, il me semble. Je crois qu'il y aura une traduction anglaise de ce livre très prochainement, d'ici mai ou juin. Il a, avec d'autres, avec le belge, enfin, le flamand Dries van Langenhove, et d'autres, des Portugais, des Néerlandais, il a organisé le premier sommet de la remigration à Milan l'année passée. Et donc, il essaye vraiment de promouvoir, de populariser cette idée pour qu'elle soit la plus mainstream possible, comme on dit en bon français, pour qu'elle devienne l'objectif principal unificateur des différentes tendances de droite en Europe. Et moi, c'est une idée qui me convainc particulièrement. Et donc, j'ai décidé de défendre également cette idée et, à ma maigre échelle, de faire ce que je peux pour faire avancer ce projet. Ben, et très bien, Antoine. Ben, merci de t'être présenté de cette façon-là. Et il y a quelque chose qui m'interpelle tout de suite, et je voudrais avoir un peu d'éclaircissement de ta part. Et je vais peut-être prendre les choses à l'envers, parce qu'on n'a même Mhm. pas encore abordé le pourquoi de la remigration. Est-ce que ça peut marcher, l'exemple américain, est-ce qu'on peut réunifier les gens autour de tout ça, etc. On peut se poser des tas de questions là-dessus, mais je voudrais plus aborder d'abord le côté stratégique et tactique. Et, Mhm. et voilà pourquoi je vais aborder ça, c'est parce que tout simplement, tu as dit des mots pour expliquer d'où vient cette notion de égonon, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime partout, dans tous les pays. On aime cette notion de recherche de pureté, de ne pas être entaché par quelque chose de compromis, surtout par les temps qui courent, on a horreur du compromis, de la corruption et tout ça. Et il y a une soif
Braveheart, freedom, tu sais, on a envie de vaincre tout ça. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, j'ai remarqué même que dans deux sociétés qui avaient une structuration de conditionnement de leur population très forte, notamment l'Union soviétique d'un côté et les États-Unis de la Deuxième Guerre de l'autre, parce que le côté de contrôle de pensée était phénoménal. On avait embauché tout Hollywood pour faire des films pro-guerre, etc., y compris Frank Capra et des Oui. tas de gens comme ça. Euh, et j'ai vu, en visitant même le musée du siège de Leningrad à Saint-Pétersbourg, il y avait des grands posters et qui me rappelaient complètement les posters américains de culte du héros, le mec musclé, etc. Il y a le culte du Bien héros, de sûr. l'individu, et qui sont dans ce truc. Donc, on aime ce côté individualiste et tout ça, mais d'un côté, si on le met en avant, est-ce que ça va pas augmenter le clivage dans les mouvements de droite et davantage de bagarres de chapelle parce que chacun va dire, ah, pour moi, ce qui est important, c'est l'identitarisme. Et l'autre va dire, non, pour moi, ce qui est important, c'est d'exposer la corruption ailleurs. Pour moi, ce qui est important, c'est que tout le monde porte des vestes à carreaux. Pour moi, ce qui est important, tu vois, et on va arriver à ce genre de choses qui va être assez complexe. Et est-ce qu'il ne faut pas mettre un peu, ou c'est peut-être pas du tout la bonne solution, je ne suis pas en train de la prôner, mais pour une raison de force et de côté unifiant, est-ce qu'il ne faut pas mettre un peu d'eau dans son vin et avancer d'une autre façon? Parce qu'en fin de compte, en France, c'est ce que le Parti socialiste à l'époque a réussi à faire, hein, avec les élections en 81, avec Mitterrand, avec le programme commun. Et il a complètement écrasé après le Parti communiste qui s'en serait jamais remis. Mhm. Mais le socialisme a peut-être disparu en tant que parti, mais ses tentacules sont rentrés de le macronisme, etc. Et en fin de compte, même la politique économique du RN aujourd'hui est socialiste, si j'ose dire. Oui. Donc, c'est Je en vois train ce que tu veux dire. Oui. donc, est-ce qu'il n'y a pas, je pose la question, hein, c'est pas pour te mettre dans l'embarras ni quoi que ce soit, mais c'est une question qui, pour moi, est extrêmement importante. Qu'est-ce qui est plus important? C'est de s'attacher à ce qu'on veut défendre, parce qu'il y a un temps pour chaque chose, hein, comme dit l'Ecclésiaste, Mhm. sous le soleil. Et peut-être qu'aujourd'hui, il faut encore pousser en avant tous les aspects puristes, mais viendra un moment où il va falloir s'unifier, ou est-ce que il faut s'unifier dès maintenant et commencer à mettre de l'eau dans son vin pour pouvoir se battre ensemble plutôt que les uns contre les autres? Eh bien, c'est une très bonne question parce que justement, je crois que la remigration, le projet de la remigration, permet de faire les deux, en quelque sorte. C'est-à-dire que pour moi, le camp de droite, et commençons par définir la droite de manière la plus large possible. La droite, c'est tout ce qui n'est pas la gauche, tout simplement. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des gens qui refusent le projet égalitariste, cosmopolite, de dissolution de la culture européenne, américaine en Amérique, etc. Et en fait, par la force des choses, toute personne qui refuse ce projet, qui refuse de s'intégrer dans cette vision du monde, est placée à droite, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Donc déjà, on peut partir de là avant même de... Je ne vais pas spécialement, sauf si tu le veux, détailler vraiment la nature des différentes tendances de droite, mais en tout cas, c'est un fait, c'est-à-dire que toute personne qui ne communie pas dans cette vision du monde est placée à droite par les médias de grand chemin, etc. Bon, alors, parmi toutes ces gens qui sont placés à droite, il y a quantité de divergences, de différences de points de vue, etc. Je pense que toi-même, sur ta chaîne, tu invites différentes personnes qui ne pourraient pas s'entendre, qui ne pourraient probablement pas être dans une même pièce sans s'engueuler, si tu me permets. Euh, à droite, les uns pensent que le catholicisme est plus important que tout, d'autres pensent que ce qu'il vaut avant tout, c'est combattre l'étatisme et libéraliser les marchés, il faut plus de libéralisme. D'autres, au contraire, pensent que tout le mot de ce qui nous arrive vient d'un trop grand libéralisme et du capitalisme, et il faut une critique de la société de marché, etc. Il y a des gens qui critiquent le christianisme et pensent que le christianisme est le ferment du gauchisme, ça c'est toute la tradition nietzschéenne, par exemple, et quantité d'autres. Je ne vais pas tous les placer les placer en vue. Donc, l'idée de produire une synthèse qui réunirait absolument toute cette tendance de droite peut paraître totalement illusoire, parce qu'au fond,
ces gens-là, ce ne sont pas des points cosmétiques, ce sont des points très importants qui structurent une vision du monde au niveau individuel et collectif. Néanmoins, nous faisons face aujourd'hui à une situation proprement inédite dans notre histoire. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le grand remplacement, qui est aujourd'hui devenu un mot très courant et qu'on dit de manière très, très simple, prenons-le vraiment au mot. C'est-à-dire, qu'est-ce que le grand remplacement? Le grand remplacement, c'est la substitution d'un peuple par un autre. Et n'allons même pas, n'allons même pas dans les théories d'où vient le grand remplacement, etc. Je veux dire, certaines personnes vont avoir une lecture qu'on va dire complotiste, c'est-à-dire ça va être le fruit d'une intention malveillante de certaines élites de vouloir détruire les populations européennes. D'autres ont une lecture plus mécaniciste de ce phénomène, c'est-à-dire, c'est personnellement davantage mon cas, même si je n'exclus pas évidemment la volonté perverse de certaines élites dans ce processus, mais il y a une explication tout à fait mécaniciste de ce processus. Il y a eu un baby boom, il y a eu beaucoup de naissances lors de l'après-guerre, et puis après, ces générations ont commencé à faire moins d'enfants, et pour continuer à entretenir la machine de la croissance, on a fait venir des travailleurs, ces travailleurs ont été régularisés, ils ont fait des enfants, etc. Et en fait, mécaniquement, on en arrive à une situation où la part de la population d'origine extra-européenne ne cesse d'augmenter, avec une population de souche, blanche, européenne, de tradition chrétienne, tout ce que vous voulez, qui, elle, fait de moins en moins d'enfants, et donc, en fait, mécaniquement, on en arrive à une substitution de population. Je viens de Belgique, alors on n'a pas exactement des statistiques ethniques, c'est aussi interdit comme en France, mais on a quand même toutes certaines statistiques, et si vous allez sur le site Statbel, par exemple, eh bien, vous pourrez lire qu'à Bruxelles, qui est la capitale de la Belgique, 50 voire 55% de la population est d'origine extra-européenne. Il n'y a plus que 20-25% de Belges de souche à Bruxelles. Il y a encore 20% en plus d'Européens, donc de Français, de Néerlandais, d'Allemands qui résident dans la capitale. Mais en gros, la population bruxelloise n'est déjà plus à majorité belge. Donc Bruxelles n'a plus rien à voir avec la Bruxelles que connue mes grands-parents, par exemple. Alors Bruxelles est un cas extrême, me direz-vous, mais la même pente, la plupart des grandes villes belges, et en fait françaises, allemandes et tout ce que vous voulez, suivent la même pente. Si vous allez à Anvers, par exemple, la proportion des naissances extra-européennes à Anvers, j'ai oublié les chiffres exacts, mais la proportion est effrayante, c'est au-delà de 60 ou 70%, 70% à Anvers. Donc en l'espace d'une génération ou deux, ce sera terminé en fait. L'aventure belge, si je puis dire, sera achevée. Et c'est pareil au niveau français, allemand, etc. Donc là, nous faisons face à une situation proprement inédite. Et donc, qui dit situation inédite, dit aussi solution inédite. Et donc, il faut être capable de prendre à bras le corps cette solution, cette situation. Car il faut regarder les choses en face. Si la bascule démographique, si nous dépassons le point de non-retour et que nos pays se retrouvent à plus de 60, 70, 80% d'origine extra-européenne, je ne parle même pas de la qualité ou non des cultures qui va remplacer l'Europe. C'est juste un fait, la culture européenne, la culture française, la culture allemande disparaîtra. Et donc, qu'on souhaite une France libérale, catholique, socialiste, païenne, ou tout ce que vous voulez, en fait, cette France-là n'existera pas et ne pourra pas exister une fois que ce point de bascule aura été dépassé. Et donc, je pense que la remigration doit et peut être l'objectif unificateur de toutes ces différentes droites. C'est-à-dire que pendant un temps, on peut mettre de l'eau dans son vin, comme tu l'as dit. C'est-à-dire que on peut admettre de s'allier entre catholiques et païens, entre gens qui ont une vision plus socialiste ou plus libérale des choses, etc., pour au moins régler ce problème, pour au moins se mettre d'accord sur des solutions qu'on appelle de remigration, mais qu'en fait qui est d'arrêt de l'immigration et d'inversion des flux. C'est-à-dire qu'il faut enclencher ce phénomène. Et la remigration n'est pas un processus, c'est pas quelque chose qui se fera d'un claquement de doigts. En 2 mois, on a fait la remigration. Non, Martin Zellner, par exemple, est convaincu que la remigration prendra 10, 20, voire 30 ans. Alors selon les pays, dans certains pays ça irait plus vite, mais dans d'autres, comme la France par exemple, ce sera beaucoup plus long, parce que chaque pays évidemment en Europe de l'Ouest fait face à ce grand emplacement, mais ne l'a pas géré de la même manière. Et ce qui rend cette discussion très épineuse, évidemment, c'est la question des naturalisations de masse. À partir du moment où une bonne partie de ces
de ces gens issus de peuples étrangers ont acquis la nationalité, eh bien, on ne peut pas les remigrer comme cela. Il y a aussi un état de droit, il y a des lois, etc. à respecter. Alors, en Allemagne, ça devient surtout problématique depuis l'ère Merkel. Il y avait très peu de naturalisation avant Angela Merkel, alors qu'en France ou en Belgique, ces naturalisations de masse, c'est une tradition déjà un peu plus ancrée depuis plusieurs décennies. Donc il faut être pragmatique. Et je pense que le projet de la remigration est justement allie ces deux caractéristiques que tu as mis en exergue. À la fois, à la fois, c'est un projet très radical, et à la fois, c'est une invitation à être pragmatique et modéré sur toutes sortes d'autres questions. On pourra, si je dis les choses très, très simplement, on pourra à nouveau se disputer entre nous une fois que la remigration aura eu lieu. Mais tant Mhm. qu'elle n'a pas lieu, il faut mettre ça doit être notre boussole, en fait, ça doit être l'objectif principal. Et ça, c'est une des leçons vraiment que je pense que la philosophie politique classique et ce que j'appelle la tradition réaliste, j'ai écrit un petit livre sur le réalisme politique, qui donc c'est la tradition qu'on peut faire remonter à Machiavel, à Thomas Hobbes, mais aussi à Sun Tzu, à Thucydide, etc. C'est-à-dire que il faut penser stratégiquement. Et quand on pense stratégiquement, il y a différentes échelons. C'est-à-dire on peut imaginer le combat politique comme une pyramide. Au sommet de la pyramide, on a l'objectif principal, c'est vraiment l'objectif qu'on poursuit et qui doit déterminer la justesse de toutes les stratégies qu'on va mettre en place. Donc on a un objectif principal, ensuite il doit y avoir une stratégie principale, ensuite différentes sous-strates de stratégie, et ensuite des tactiques, et ensuite des méthodes d'action. Et donc là, on peut s'inspirer de Antonio Gramsci, par exemple, mais aussi, par exemple, de Gene Sharp, qui est plutôt un homme de gauche, etc., mais qui a pensé l'action non violente, qui a pensé cette pensée stratégique. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, manque quand même à droite. C'est-à-dire que, généralement, la droite ne pense pas suffisamment de manière stratégique. Elle pense en bon, c'est un peu mes marottes. J'espère ne pas faire trop de hors-sujet, mais pour moi, il y a différents domaines d'activité humaine et chaque domaine a ses lois propres. C'est-à-dire que les lois de l'économie ne sont pas les lois de la politique, les lois de la politique ne sont pas celles de l'art ou de l'esthétique, les lois de la morale sont différentes. Alors, il y a des connexions évidemment, mais un bon homme politique n'est pas forcément un homme moral. C'est-à-dire qu'un homme moral, ou plutôt à l'inverse, c'est-à-dire que on souhaite tous idéalement avoir un homme moral, un homme sain à la tête du pays, mais un homme parfaitement moral peut être un très mauvais homme politique. C'est-à-dire que les lois de la moralité ne sont pas celles de la politique et vice-versa. Alors on peut espérer avoir les deux, c'est-à-dire un homme qui soit à la fois capable de défendre son pays et qui soit moral sur son plan privé, c'est l'idéal. On Mais avait vécu ça aux États-Unis. Le parfait exemple, c'était Jimmy Carter, qui était présenté comme un homme très moral, très chrétien, etc., et qui s'est avéré un des plus piètres présidents, parce qu'en termes de politique, il était nul. Et il voilà. était complètement annulé par Brzezinski et d'autres après. Bon, c'était autre chose. Excuse-moi pour l'interruption. Vas-y. Non, mais c'est très bien d'avoir donné cet exemple. Si je prends un exemple plus français, historique, mais par exemple Louis XVI. Louis XVI est plutôt connu comme étant un bon roi. C'est un des seuls rois de France à ne pas avoir trompé sa femme, dit-on, par exemple. Et pourtant, c'est un homme qui a été complètement dépassé par les événements, qui n'a pas su empêcher la Révolution française. Et son inaction et sa faiblesse et sa passivité au fond, a laissé la porte ouverte à toutes sortes de massacres et de désordres en France. Bon, j'ouvre cette porte juste pour donner un exemple en passant, mais simplement pour dire que il faut être capable de comprendre quelles sont les lois, quand on parle de politique, quelles sont les règles qui permettent de faire une bonne politique ou non. Et alors, généralement, c'est quelque chose que j'ai remarqué quand j'observe la gauche et la droite. Eh bien, parmi les tendances qui font que ces deux camps parfois manquent ce qu'est une bonne politique, ou qui manque de réalisme, eh bien, à gauche, les gens de gauche ont souvent tendance à perdre de vue les règles du politique par un excès de moralisation. Alors ça, on peut dire que c'est une mauvaise morale, mais ils ont tendance à adopter, à plaquer des raisonnements moraux sur des affaires politiques. Typiquement, bon, on parle du grand remplacement et de l'immigration. Au lieu de penser en termes politiques, eh bien, la plupart des gens de gauche vont dire mais enfin, humainement, ce n'est pas possible. Humainement, il faut accepter tout le monde.
en ne pensant pas aux catégories proprement politiques, que sont les catégories de citoyens, de non-citoyens, etc. Donc, il plaque un raisonnement moral abstrait sur des sujets qui devraient être politiques. Et à droite, il y a une autre tendance qui est ce que je dirais l'esthétisation. On a parfois tendance à raisonner en termes esthétiques, à agir pour la beauté du geste, ce n'est pas assez noble, une certaine pureté qui convient plus à une posture esthétique qu'à un véritable raisonnement politique, pragmatique et réaliste. Et donc je pense que la remigration, pour revenir dans le concret, peut être un de ces objectifs principaux qui pourrait nous rappeler un peu cette nécessité de penser en termes vraiment proprement politiques. Voilà. J'espère avoir été suffisamment clair dans ma réponse. Oui, oui, non, oui, je comprends parfaitement. Donc, pour toi, c'est pas un problème de chercher la pureté, parce qu'il faut d'abord être stratégique, C'est ça. pour raccourcir, hein, pour très rapidement. Ok. Alors, je sais que c'est pas toujours bon de comparer ce qui se fait par rapport aux États-Unis, mais je t'ai entendu dire qu'il y a des gens qui pensent en France que pour une véritable remigration, il faudrait 10, 20, 30 ans. Ouais. Ça, c'est Euh, le point de vue de Martin Zellner, en tout cas. voilà. Maintenant, tu regardes ce que Trump a fait en un an, Bien sûr. et, et il a inversé la situation où il y a une remigration nette positive. C'est-à-dire, premièrement, il a fermé les frontières, ainsi dire, presque Mhm. complètement. C'est arrivé à maintenant par rapport à avant, c'était du 100%, on est arrivé à 0,7%, moins de 1% de pénétration aux États-Unis. Et en même temps, il y a une remigration qui est en train de se faire. Malgré le fait qu'il y a bien moins de remigration faite par Trump qu'il n'y avait par Biden ou par Oui. Obama, par Pareil. Bush, où les chiffres étaient bien plus grands, mais la presse n'en faisait pas état, ni quoi que ce soit. Mais ce que ça donne quand même, c'est ça donne une remigration nette, parce qu'il faut regarder Mhm. en termes nets, pas Bien sûr. seulement ce qui va défrayer la chronique, et on va voir les gens enchaînés, déposés au plein milieu du Sahara, même si à l'origine ils étaient à 2000 km de là. Toi. Bon, il va y avoir des choses comme ça c'est sûr. Donc ça va être utilisé pour scandaliser, pour culpabiliser, pour ancrer encore davantage ce sentiment de culpabilité énorme que porte la blancheur ou la blanchité, je ne sais plus lequel je devrais utiliser dans ce cas-là, mais il y a ce phénomène qui est un des plus grands outils pour s'opposer à la remigration. Donc, aux États-Unis, c'est quelque chose qui est en train de marcher, Oui. apparemment. Alors, est-ce que tu crois que ça pourrait marcher aussi vite en Europe, si toutefois il y avait une telle volonté à la tête d'un pays? Oui. C'est une bonne question. Alors, je précise tout d'abord que, évidemment, si la remigration peut se faire plus vite qu'en une dizaine ou une vingtaine d'années, je serais le premier heureux. Simplement, je pense que la raison pour laquelle Zellner prend le soin de préciser cela, c'est pour que nous ayons tous en tête que c'est un projet qui doit être mené sur le temps long et qu'il ne faut pas non plus se donner de faux espoirs. Et alors, si on parle de Trump et qu'on compare ça avec la situation européenne, je pense oui qu'il y a des parallèles, mais pourquoi est-ce que la remigration prendrait beaucoup de temps et au fond, même aux États-Unis, c'est encore une fois la question de la naturalisation. Parce que la remigration, il faut, pour ne pas penser en termes abstraits, mais pensons entre guillemets, aux catégories que la remigration toucherait. Je dirais qu'il y en a trois. C'est-à-dire qu'il y a, grosso modo, ce qu'on appelle les demandeurs d'asile. Il y a les étrangers qui vivent, travaillent ou bénéficient de l'assistance des pays, mais qui ne sont pas naturalisés, donc qui n'ont pas la citoyenneté. Et il y a ensuite l'ensemble des étrangers qui ont été naturalisés, mais qui ne sont pas assimilés dans leur mode de vie. C'est-à-dire qu'ils ont la nationalité française ou même américaine, mais qui ne vivent pas comme des Français, qui ne vivent pas comme des Allemands, etc. Et évidemment, on ne peut pas traiter ces trois catégories de la même manière, parce que la loi ne s'applique pas de la même manière à toutes ces personnes. Et il va sans dire que traiter des illégaux, traiter la remigration de personnes illégales va beaucoup plus vite
pour peu qu'on fasse preuve de volonté politique, comme le fait Donald Trump, par exemple, que de traiter la question de naturalisés non assimilés. Et c'est cette question-là qui prendra des années. Alors, je ne sais pas quelle est la situation des, je ne sais pas quel est le nombre de personnes qui sont naturalisées, qui ont la citoyenneté américaine et qui ne sont pas assimilées dans leur mode de vie, ça, je ne sais pas. Tu fais bien de Mais, soulever ça parce que ça, c'est une grande différence qui existe entre l'Europe et les États-Unis. Et c'est pour ça que moi-même, en tant qu'Américain, mais en pensant connaître l'Europe pas mal, ayant vécu pas mal de temps en France et puis dans d'autres pays européens, une des choses avec lesquelles j'ai eu le plus de mal, c'est de comprendre cette notion d'identitarisme mhm, européen. oui, Euh, Parce que pour moi, en tant qu'Américain, pour moi, identitaire, ça voulait dire être de gauche. oui, Pourquoi? Parce que l'Américain voit le côté identitaire comme un côté de gauche, où on restreint à des entités de plus en plus petites et on dit, ben, ils ont besoin d'avoir leurs droits, etc. Donc, c'est les droits de la minorité qu'on va poser à la majorité, etc. Et on arrive à des gens qui s'identifient à des chats ou à des écureuils, tout ce que tu veux. oui, Donc, il y a ce genre de choses. Alors que le principe américain, c'est que l'identitarisme américain est dans le melting pot. Et donc, il y a cette notion d'assimilation même, c'est un creuset dans lequel on se met, puis on va devenir américain. Donc, il y a cette notion d'assimilation automatique. oui, Sauf récemment, euh, auparavant, tous les grands flux migratoires d'Amérique, que ce soit les Irlandais qui avaient droit à la nationalité américaine très rapidement, si en arrivant directement d'Irlande en 1860, 61, 62, ils s'inscrivaient tout de suite dans la Union pour battre aux côtés de la Union dans la guerre civile américaine, tu vois, mhm, c'est l'opportunisme, tout ce que tu veux. Mais après, il y a eu les grands flux italiens dans la fin du 19e siècle, début du 20e, les Polonais, les Russes, etc., etc. Et en sachant qu'auparavant, il y avait le côté allemand. On a tendance à oublier que bien si on sûr. fait une Toute analyse ascendance germanique. Oui, ADN, elle est germanique avant d'être anglaise oui, aux États-Unis. Donc c'est intéressant. Mais très récemment, même après, il y a même eu pas mal d'Iraniens qui sont arrivés dans les années 80 après la prise de l'Iran par les ayatollahs, etc. Il y a eu des gens qui sont venus de partout, mais le premier problème qui s'avérait vraiment fondamental, il y a eu des petits aspects autour de Detroit, Michigan, où il y a eu des enclaves musulmanes. Mais quand même, il y a eu une intégration qui se passe et qui pose oui, pas trop de problème. La preuve en est, c'est que au lieu de voter en masse pour Kamala Harris, ils ont voté pour Trump dans ces mhm, régions-là, ce qui était une grande surprise pour tous les autres, parce qu'ils disent, bah oui, donc maintenant il devrait être complètement de gauche. Ben non, 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 non. C'est pas un problème. Alors que récemment, il y a eu l'histoire des Somaliens au oui, Minnesota. Et c'est la première fois où on voit une non-intégration de ce style-là aux États-Unis. Alors, parfois, il y avait un manque d'intégration immédiate chez beaucoup de Latinos, de Mexicains, etc., à cause du nombre qui arrivait. Et mhm, donc, ça saturait quelque part. Et il y avait des demandes de faire pas mal de choses en espagnol, c'est en train de devenir une deuxième langue. Mais comme l'anglais n'a jamais été une première langue aux États-Unis, il n'y a pas de première langue officielle. mhm, Bon. Mais Trump ensuite a renversé les choses euh, en insistant sur une intégration bien plus forte. Et on ne va pas respecter l'espagnol comme langue officielle. Et il y a des États qui le font, parce que aux États-Unis, ça se fait par État également, où avant, tu pouvais, si tu voulais avoir un permis de conduire, il y avait un examen à passer, et puis on peut le faire en espagnol, d'autres langues. Ben là, il y en a qui disent non, il faut le faire en anglais, etc. Bon, oui, il y a toute cette notion d'assimilation. Donc ça reste, et ça reste fort. Mais il n'y a, même si la quantité de migrants est inférieure en Europe à l'Amérique, parce que l'Amérique a été inondée, surtout avec l'ère Biden, en Amérique, il y a quand même une assimilation qui est bien plus forte. oui. Et donc, il y a pas de différenciation. Donc, je voulais seulement préciser ça.
Effectivement, c'est assez important. Alors, je reviendrai quand même sur le cas américain, mais un peu après, si tu me permets. Oui, bien sûr. Parlons justement, tu as parlé du modèle du melting pot en Amérique, et effectivement, l'Amérique comme nation s'est fondée avec avec cette idée de plusieurs communautés différentes européennes. Tu as cité les Irlandais, les Allemands, etc. Euh, en Europe, les nations européennes se sont bâties dans un esprit on va dire, de plus grande homogénéité ethnique, même si, et c'est pour ça que je reviendrai là-dessus après, ce sont quand même des Européens qui ont fondé les États-Unis en partie. Et maintenant, et le bouleversement vient du fait qu'il y a une immigration de plus en plus grande de personnes qui ne sont pas d'ascendance européenne. Et je pense que simplement, il y a une prise de conscience qui est lente, mais des hiatus que ça peut créer. C'est-à-dire que avoir une arrivée de Somaliens, ce n'est pas la même chose que d'avoir des Irlandais qui se mélangent avec des Allemands aux États-Unis. Mais on reviendra là-dessus après. Euh, L'Europe, comme continent, comme population européenne, est incroyablement homogène sur le plan ethnique. Et j'insiste vraiment là-dessus parce qu'il y a toutes sortes de contresens qui sont faits, et parfois même de bonne foi, hein. On nous dit que nous n'avons cessé de nous mélanger à travers les époques, euh, que voilà, après tout, la France porte le nom d'envahisseurs étrangers, ce sont les barbares francs, il y a eu les invasions vikings, il y a eu les Romains, etc. Mais en fait, ce qu'on découvre avec la paléogénétique, avec toutes les avancées que nous faisons dans l'archéologie, etc., c'est qu'au contraire, la population européenne est remarquablement homogène par rapport à d'autres continents, par rapport à la Chine et le Japon, par rapport même aux populations africaines entre elles, etc. C'est assez surprenant, mais un Portugais est plus proche, il y a une plus grande parenté génétique entre un Portugais et un Norvégien qu'entre deux Africains de deux pays africains différents, par exemple. Et parfois même entre deux tribus. Il y a eu vraiment un creuset européen qui a produit un résultat homogène assez fascinant. Alors pour dire les choses vraiment très très simplement, et j'invite les spectateurs à se renseigner là-dessus si ça les intéresse, on a produit des choses, notamment à l'Institut Iliade, euh, sur ce sujet, mais en gros, pour parler très simplement, les populations européennes sont le résultat d'un triple mélange à travers les âges. Il y a eu tout d'abord, il y a environ 15 000 ans, entre moins 40 et moins 15 000, des populations qu'on appelle les chasseurs-cueilleurs occidentaux, les Western Hunter-Gatherer, qui sont arrivés en Europe. Ensuite, avec la fin de l'art glaciaire et ce qu'on appelle la révolution néolithique, on a les fermiers anatoliens qui sont arrivés en Europe et qui se sont mélangés avec ces chasseurs-cueilleurs, ce qui donne les premiers fermiers européens. Et ensuite, il y a environ 5000 ans, on a l'arrivée de ce qu'on appelle les Indo-Européens, qui sont arrivés en Europe et qui se sont mélangés avec ces populations et qui ont donné naissance à une culture commune, bah, en Europe, à part à quelques exceptions près, que sont le hongrois, le finnois, l'estonien et le basque. Nous parlons tous des langues dites indo-européennes, par exemple. Les Indo-Européens ont laissé des traces profondes sur la représentation du monde, la conception trifonctionnelle de la société, par exemple, la représentation héroïque du monde, etc. Enfin, tout ça sont des thèmes assez passionnants. Mais bref, tout cela pour dire que, en fait, donc, il y a 5000 ans, il y a eu le dernier mélange important en Europe, les Indo-Européens avec ce mélange chasseurs-cueilleurs et fermiers anatoliens. Et depuis lors, la population européenne n'a quasiment pas bougé. Ça fait 5000 ans que l'Europe est globalement homogène. Et toutes les invasions dont on nous rabat les oreilles en permanence, donc, entre vikings, francs, romains, etc., ce ne sont que des spéciations au sein de ce mélange. Donc il n'y a jamais eu de bouleversement ethnique en Europe depuis 5000 ans. Et ce que nous connaissons aujourd'hui avec l'immigration de masse, La Horde d'or, malgré les Mongols, par exemple, ou les Huns. oui, mais elle n'a pas laissé beaucoup de traces. Alors, elle a laissé un peu plus de traces en Russie, mais même quand on regarde l'influence génétique des Mongols sur le peuple russe, c'est assez minoritaire. Ouais. Je sais que, par exemple, chez les nationalistes en Europe de l'Est, polonais ou autres, ou ukrainiens,
dans les milieux un peu anti-russes, il y a tendance à dire que les Russes, au fond, ne sont pas des Européens, ce sont des Mongols, etc. Les C'est Goliaths, ouais. c'est de la polémique. Je veux dire, on peut discuter du fait de est-ce que la Horde d'Or a laissé des traces sur la civilisation russe et la culture russe. Là, pourquoi pas? Alors, c'est des débats passionnants, mais d'un point de vue génétique, en tout cas, c'est très mineur. C'est vraiment très, très, très minime, parce que globalement, les Mongols, en fait, euh, gouvernaient à distance. C'est-à-dire qu'ils envoyaient des émissaires, et les princes russes prêtaient allégeance aux Mongols, mais il n'y a pas eu de mélange ethnique très, très fort. Donc, l'Europe est globalement ethnique, homogène au sens ethnique depuis 5000 ans. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire depuis les années 60, c'est un bouleversement totalement inédit. Et je voudrais vraiment insister là-dessus, c'est-à-dire que euh, j'ai écrit un livre sur un auteur polonais qui s'appelle Félix Konieczny, qui est un grand théoricien des civilisations d'origine polonaise. Et lui disait que nous portons en nous notre civilisation. C'est-à-dire que la civilisation, selon son expression, c'est la méthode d'organisation de la vie collective. C'est-à-dire que les sociétés ne sont pas des chaos. C'est-à-dire qu'il y a un ordre. Chaque société a un ordre, et pour atteindre un certain ordre, il faut une méthode. Et pour atteindre cette méthode, eh bien, il y a une certaine conception du droit, une certaine conception des valeurs, une certaine hiérarchie des valeurs, etc. Et les différents peuples européens ont produit une civilisation. Alors, on peut appeler ça la civilisation occidentale, la civilisation européenne, lui parler de la civilisation latine, peu importe les étiquettes, mais il y a une certaine commensurabilité entre les peuples européens. C'est-à-dire qu'il y a des cultures différentes, il y a une spécialisation au sein de cette civilisation européenne. Toi-même, tu as des origines polonaises, tu m'as dit. Il est évident que si vous passez de la France à la Pologne, vous trouverez des différences gastronomiques, des différences même dans la politesse, le rapport au sourire, de différences même parfois d'architecture. Il y a des traditions différentes. Néanmoins, ce sont deux cultures commensurables, c'est-à-dire que nous communions dans un même rapport au droit, à la religion, aux valeurs, etc. Et c'est ça qui fait que oui, il y a eu une immigration, par exemple, de Polonais en France. Ça peut ou non provoquer quelques frictions ici et là, mais globalement, les Polonais ne posent pas de problème à la civilisation française parce qu'ils appartiennent à la même civilisation. Pareil avec les Italiens, etc. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est le mélange de différentes civilisations. C'est-à-dire que il faut vraiment, enfin, une des différences entre la pensée de droite et la pensée de gauche, selon moi, se situe aussi dans l'individualisme. C'est-à-dire qu'on pense toujours que la gauche est collectiviste. Alors la gauche est collectiviste, oui, dans son projet politique, mais elle se fonde sur une anthropologie individualiste. C'est-à-dire ils ne prennent pas en considération que un individu n'est pas un atome. Et donc, quand des Algériens s'installent en France, ce ne sont pas des individus X, Y, Z qui s'installent en France et qui magiquement, du simple fait qu'ils mangent des croissants le matin et qu'on leur sert des verres de vin, euh, appartiendraient à une autre civilisation. Non, ils portent en eux leur civilisation. En plus, ils viennent avec leur famille, ils peuvent en continuer à se marier et avoir des enfants entre eux, donc ils perpétuent un autre être au monde. Et je ne dis même pas ça pour le délégitimer, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que euh, je l'ai vu par exemple à ma propre échelle quand j'ai vécu 2 ans en Pologne. Alors, malgré tout, la Pologne appartient à la même civilisation que la Belgique, certes, mais nous avons des cultures quand même différentes. Et qu'ai-je fait une fois trouvé en Pologne? Bien, un de mes premiers réflexes a été de rencontrer d'autres Français ou Belges expatriés en Pologne pour que je Ouais, puisse parler français avec eux. C'est tout à fait humain. Et ça ralentit une assimilation, parce qu'au fond, je continue à parler français à mon quotidien. Il y avait des restaurants français à Varsovie, ben, j'aimais bien manger du fromage dans certains restaurants français et continuer à boire du bon vin, par exemple. Euh, et donc, il est tout à fait normal que les immigrés fassent ça aussi à leur échelle. Mais cela produit en fait la coexistence, cela conduit à une coexistence de différentes civilisations qui, par définition, ne se mélangent pas. C'est-à-dire que les conceptions du monde, euh, à ce niveau de différenciation, ne peuvent produire que des conflits et des guerres. C'est-à-dire que comment concilier, par exemple, la conception monogamique du mariage avec la conception polygamique? Ce n'est pas possible, on ne peut pas faire de synthèse entre cela. mhm. Entre les différents rapports au monde, c'est ce que montrait Konechny, par exemple, c'est euh, les rapports au droit et à la morale sont différents selon les civilisations. Mhm.
pour dire les choses très, très simplement, dans ce qu'on appelle la civilisation européenne, la civilisation latine, qui est basée sur l'héritage romain et sur l'héritage chrétien, spontanément, nous avons tendance à faire découler le droit de l'éthique. Le droit n'est pas exactement l'éthique, il y a des différences. Néanmoins, on considère que le droit doit se baser sur une certaine idée de la justice qui est innée et commune à tous les individus. Nous pouvons atteindre les règles de l'éthique par la simple raison. C'est-à-dire, je vais donner un exemple très simple. Si quelqu'un euh, euh, vole un vélo, ou plutôt si quelqu'un ne vole pas un vélo juste parce qu'il a peur de se faire punir par la loi, il ne fait pas une action morale. Alors que s'il ne vole pas le vélo par souci, par considération de la propriété d'autrui, c'est Mhm. quelqu'un de moral. C'est-à-dire que ce qui va déterminer la moralité de quelqu'un, ce n'est pas la loi, c'est d'abord la loi morale. Et la loi est là ensuite pour simplement matérialiser ce rapport à la moralité que nous avons. Oui, Et ça nous par- est-ce qu'on peut dire que la loi par rapport à l'éthique, c'est un peu la mise en musique par rapport à un poème? Oui, Voilà. d'une certaine manière. Alors simplement, ce n'est pas le simple décalque, parce que la loi prend aussi en considération les rapports de désordre que une loi trop stricte pourrait impliquer. Donc par exemple, on peut considérer que l'adultère, l'infidélité est mauvais au point de vue moral. Maintenant, est-ce que la loi condamnerait des hommes infidèles à la prison? On pourrait considérer que ce serait excessif et que ça produirait plus de dommages que d'autres. Donc c'est Et pour ça c'est que c'est là où pas il y a des écarts entre civilisationnels, notamment lors de la migration, où certaines exactement. personnes diraient qu'il faudrait les lapider, quoi. Tout à fait. Mais alors justement, la différence, c'est que ça, ce que je viens d'énoncer là, qui est ce rapport entre la loi et l'éthique, ça nous paraît naturel. Ça nous paraît tellement naturel que nous projetons ça de manière universelle sur tous les peuples du monde. Or, ce n'est pas le cas. Si on prend le monde sémitique, donc le monde juif et musulman, c'est exactement l'inverse. Mhm. C'est-à-dire que le droit ne découle pas de l'éthique, c'est plutôt l'éthique qui découle du droit. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a un droit révélé par une souveraineté divine. Prenons un exemple clair, il était interdit de manger du porc, Mhm. et du coup, il sera moralement condamnable de manger du porc parce que la loi a décrété que c'était mauvais de manger du porc. Mais Mhm. l'interdiction de manger du porc n'est pas une loi rationnelle au sens aristotélicien du terme, etc. Ce n'est pas quelque chose que moi, dans ma chambre, de manière abstraite, je peux comprendre. C'est pourquoi est-ce que manger du porc est mauvais. Non, manger du porc est mauvais parce que, en l'occurrence, Allah l'a interdit dans le Coran. Et Mhm. donc, le rapport à la loi est totalement inversé. Et donc là, comme l'éthique découle de la loi, eh bien, on a un rapport beaucoup plus intransigeant avec la loi. Il est dit, comme tu l'as dit, il faut lapider la femme adultère. Eh bien, il faut lapider la femme adultère. C'est ça qui est moral. Ce n'est pas l'inverse. Et Mhm. donc, j'ai pris des exemples volontairement parlants, mais évidemment, les différences entre civilisations sont infinies, elles sont incroyables, et c'est passionnant. Je veux dire, on nous accuse toujours d'être xénophobe, d'être dans la détestation de l'autre, etc. Mais ce n'est pas ça. Bon, en l'occurrence, par exemple, ce n'est pas mon sentiment premier. Moi, je m'intéresse à la pluralité des civilisations et je suis fasciné Ah, par les différentes méthodes d'organisation de la vie collective, justement. je J'ai te découvert, rejoins. récemment un auteur, un philosophe d'origine kenyane, John Mbiti, qui a écrit sur les philosophies africaines et notamment la conception du temps dans le monde bantou. Et j'étais absolument fasciné par cela parce que cela rejoignait des conceptions de Konechny qui disaient que les civilisations se différenciaient aussi par leur rapport au temps. En l'occurrence, nous autres, occidentaux, européens, nous avons un rapport, nous voyons le temps, alors ça c'est l'héritage chrétien aussi d'origine sémitique qui s'est mélangé chez nous avec la conception cyclique romaine. Nous voyons le temps comme une longue flèche, passé, présent, futur, et nous avons un rapport au temps, c'est-à-dire nous nous projetons continuellement dans le futur. Nous avons tendance à capitaliser le futur, à Mhm. essayer de le faire fructifier au maximum. On a une culture de l'action, etc. Et donc c'est aussi ça qui explique le développement, par exemple, du capitalisme en Occident, cette manière de c'est ce qu'a expliqué Max Weber avec l'éthique du protestantisme, l'esprit du capitalisme, etc. C'est-à-dire qu'on essaie de faire fructifier l'avenir, même d'un point de vue économique, etc. Et ce que j'ai découvert, par exemple, chez ce John Mbiti, qui parle de conception du temps chez les Bantous, à partir même de la syntaxe dans les langues bantoues, etc., enfin en faisant une analyse linguistique,
il montre que le rapport est inversé et qu'au fond, il n'y a que deux temps. Il y a le présent, un présent étendu, et il y a ce qu'ils appellent le grand temps, qui est en fait le grand passé, et le futur n'existe pas parce que le futur n'a pas de consistance. Et en fait, la flèche du temps va dans le sens inverse, c'est-à-dire que ce qui existe, c'est le présent, et plus le temps s'écoule, plus le passé est créé. C'est-à-dire qu'il y a des événements qui se créent, et le grand temps, le passé, devient un grand réservoir d'événements. C'est absolument Et fascinant. c'est très intéressant ce que tu soulèves là, et là tu touches à un domaine qui me touche énormément parce que la linguistique, c'était mon domaine de prédilection dans les Oui. recherches quand je fus jeune. Ça veut dire il y a un grand nombre d'années. Ce que tu soulèves chez les Bantous, on peut faire un lien avec les langues slaves par rapport aux autres langues en Europe. Malgré le fait que ce soit des langues indo-européennes, Oui. tu connais aussi bien le russe que le polonais. Du moins, tu as certaines connaissances qui te Je permettent connais même mieux le russe que le polonais. voilà, donc, et comme moi je connais les deux aussi, euh, enfin, parfaitement, je dois connaître le polonais mieux que le russe, mais bon, parce que c'est une question de séquence chez moi. Dans les deux langues, il n'y a pas vraiment de futur en conjugaison. Mhm. Oui, Dans les deux langues, le futur est composé du verbe être oui. au futur avec un autre verbe à l'infinitif. Ouais. Il y a Boudou Rabotat. Je travaillerai, je C'est marrant. saurais travailler. Oui. Je pensais à Yabendem Robic. Tu vois, donc Mhm. je pensais à exactement le même exemple en Comme en polonais que polonais. je donnais en russe. Mais c'est exactement ça. Il y a Boudou, il y a Bendem. Oui. C'est la même notion. C'est d'abord, tu te projettes, je serai. C'est comme s'il y avait un genre de schizophrénie saine et nécessaire au maintien de la vie, où tu t'identifies à toi quand tu es maintenant, par rapport comme tu seras, et dans le sera, il va y avoir du travail, il va y avoir d'autres choses, toutes les activités sont encore liées. Mais donc, c'est pas du tout la même notion par rapport à l'avenir. Maintenant, dans ce contexte-là, et je ne veux pas prendre trop de ton temps et de faire la discrétion, mais je crois que c'est important à comprendre parce qu'il y a toujours des oppositions qui nous amènent à réfléchir les choses d'une façon différente. On part toujours de la fédération suisse comme un Ouais. exemple, etc., allemande. On part du fait que l'Amérique, c'est le fédéralisme, etc. Mais à ma connaissance, il n'y a pas plus grande fédération que russe. Et Mhm. elle marche bien plus en Russie qu'ailleurs. Parce que la Russie a un système de fédéralisme qui permet aux gens de se réunir dans leur identité, etc. C'est peut-être l'exemple de ce dont on aura besoin dans l'avenir, où par exemple tu as le Tatarstan, où il Ouais. y a des musulmans qui se retrouvent, mais si tu n'es pas tatar, tu peux y aller et tu ne te sentiras pas différent. Tu vois, et il n'y a aucun souci, mais tu ne vas pas y habiter par préférence parce que ce n'est pas ton set of rules, ton ensemble de règles, etc. C'est Oui. Staline qui avait créé un oblast uniquement pour les juifs. Ouais, le Birobidjan. Voilà, et il y a les Tchétchènes qui ont leur région, etc., et qui sont hyper patriotes russes, et contrairement à ce Mhm. qu'on nous présente dans l'Ouest, etc. D'ailleurs, il faut voir les armées tchétchènes en Ukraine. Les Ukrainiens, ils craignent les Tchétchènes plus que n'importe qui d'autre, quoi, Mhm. dans ce combat. Et donc, il y a un genre de fédéralisme qui permet aux gens de coexister, mais c'est le contraire du creuset du melting pot américain, mais ça marche en même temps dans le fédéralisme. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ah, je pense que ça peut nous mener effectivement dans une conversation assez intéressante. Alors, pour compléter même ce que tu as dit, une distinction que je trouve assez intéressante dans le monde russe, c'est la distinction entre Ruski et Rossianin. Parce que justement, il y a, euh, pour les gens qui ne parlent pas russe, Ruski, c'est ce qui se rapporte à l'ethnie russe, on va dire, à la langue. Par exemple, quand on dit je parle russe, c'est la ruski yazik. Russe, c'est vraiment la Ouais, ouais. racine qu'on retrouve de cette culture slave orientale, hein, depuis la Kievska Rus, la Rousse de Kiev, comme on dit. Donc c'est vraiment le bastion, c'est le cœur nucléaire de la culture russe. Mais
tous les habitants de la Russie et tous les citoyens de la Russie ne sont pas rousskis, ne sont rousskis que les Russes slaves, en fait, on peut dire. C'est-à-dire, on différencie chez les Russes, et c'est dans tes papiers, hein. Tu as la Bien sûr, nationalité et tu as la citoyenneté. c'est Ce, ça. ce sont deux choses complètement différentes. Et au Et début, ça, c'est assez intéressant. j'en parlais avec ma compagne russe, et au début, en tant que bon Américain très basique, moi j'étais en train de réagir, de l'accuser de racisme dans son fonctionnement, tu vois, ne comprenant pas la différenciation. Et pourtant, Oui, je me considérais pas comme un type de gauche, ni quoi que ce soit, tu vois, mais oui, oui. j'avais quand même ces réactions, alors que pour un Russe, il n'y a aucun problème. C'est pour ça que les Russes peuvent parler de juifs Mhm. comme à l'Ouest, on n'a plus le droit. Oui. Oui, en plus, à cela s'ajoute toutes sortes de tabous en Europe de l'Ouest qui Et sont puis, absolument il y a fascinants. des termes qui sont très différents. Par exemple, en russe, il y a des mots qui sont très péjoratifs par rapport à un juif. Si tu dis jed en russe, c'est pas bien Oui, dit. Il faut dire yavrei, alors que chez les Polonais, jed, c'est le mot c'est standard. l'inverse. Effectivement, oui, oui. J'avais remarqué ça en Varsovie. Ouais, c'est Au début, amusant. je me disais, est-ce que c'est une insulte ou non, non, c'est le terme Non, consacré. ouais, il est jed. On est jed. Ouais. Oui, oui. Mais Mais donc ça, oui, ça fait partie des contractions internes, après. oui. Mais en tout cas, cette distinction me paraît assez intéressante, effectivement, et montre bien, parce que effectivement, hein, donc, comme tu l'as dit, un Tatar, un Tchétchène, un Bouriate, tout ce que tu veux, peuvent être rossiyanines, c'est-à-dire qu'ils peuvent être citoyens de la Fédération de Russie sans être rousskis. Mhm. Ça, je trouve que c'est assez intéressant, effectivement. Euh, alors, est-ce que ça peut être un modèle pour l'Europe? C'est une grande Voilà. question. Et c'est pour ça que j'ai amené, parce que vu l'amour de l'intellectualisme et de la logique en Europe, on a envie de discuter de toutes ces choses-là, on a envie de les aborder, aller de façon plus profonde, Oui. peut-être une analyse de ce qui s'est passé en Russie peut séduire les uns et les autres et nous rassembler dans le fait de chercher à examiner une possibilité de société future autour de ce concept. Oui. Mais disons que là où je pense que c'est la situation malgré tout très différente, c'est que ces différentes populations qui composent la Fédération de Russie ne se sont pas retrouvées dans la Fédération de Russie suite à une immigration de masse. Ce sont des peuples qui habitaient déjà là et qui Oui. se sont fait conquérir par l'État russe. C'est-à-dire Sauf les que Tatars. oui, mais je veux dire, il y a l'extension de la Russie. Je ne dis pas ça de manière diabolique, hein, ou péjorative, pas pour démoniser la Russie, mais simplement il y a eu l'extension de la Russie de plus en plus à l'est et qui a conquis la Sibérie. Et ce faisant, elle se retrouve avec d'autres populations sous son gouvernement. Pareil, la Russie a étendu ses conquêtes dans le Caucase et elle se retrouve avec les Tchétchènes, par exemple. Mhm. Euh, Mais Ce la sont des Russie peuples, peut rester russe, blanche, oui, occidentale, bien européenne, sûr, toujours la mais majorité. Si d'un seul coup la Russie devrait devenir bourriate, ça passerait pas du tout. bien sûr, et à cet égard, il y a quand même là où la Russie est malheureusement dans la même situation que nous, c'est que les Russes de souche font aussi très peu d'enfants, comme en Europe. Le divorce de masse est même plus répandu que chez nous, etc. Enfin, la Russie connaît les mêmes problèmes que tout le monde développé, malheureusement. Et donc, il y a aussi une islamisation de la Russie qui se produit mécaniquement, tout simplement parce que les populations musulmanes font plus d'enfants que les autres. Donc, la question se pose dans des termes différents des populations européennes de l'Ouest. Néanmoins, je crois que la Russie a aussi un grave problème à résoudre. Néanmoins, là où je te l'accorde, c'est qu'effectivement, les rapports de coexistence entre les différentes communautés qui composent la Russie sont plus pacifiés. Mais pour moi, elles sont plus pacifiées pour deux raisons. À la fois parce qu'il y a un pouvoir fort en Russie, qui correspond à une autre tradition, à une autre histoire nationale. Donc on a un pouvoir fort qui fait respecter la loi. D'ailleurs, quand Poutine a été élu, il me semble que dans une de ses promesses de campagne, c'était de restaurer la dictature de la loi. Mais c'est nécessaire. C'est-à-dire que dans un pays aux mœurs et aux populations très différentes, eh bien, il faut, je pense, un gouvernement plus fort que pour la Confédération helvétique, par exemple. Je pense que c'est une des nécessités politiques qui s'impose d'elle-même, mais aussi la Russie, enfin, il est normal que le pouvoir russe garantisse le respect des cultures particulières, des cultures tchouvaches, des cultures tchétchènes, des cultures bourriates, parce que ce sont des peuples autochtones. Alors que
ce serait totalement incongru et malvenu que la France, que l'État français garantisse des droits particuliers aux Algériens dans le 93. Parce qu'ils n'ont pas de droit à la continuité historique sur le territoire français. Là, en l'occurrence, ce serait leur concéder un droit de conquête. Et Mhm. c'est pour cela que c'est très différent pour moi de la Russie, que ce modèle n'est pas reproductible. C'est-à-dire que si on reproduisait le modèle russe en Europe, ce serait une concession et ce serait le fruit d'une défaite. En fait, ce serait acter que la rémunération n'est pas possible, que nous avons été trop loin. Peut-être serons-nous conduits à faire cela, hein. J'espère que non, mais peut-être que nous serons conduits à le faire. Et il faudra reconnaître des différentes enclaves un peu partout. Alors des enclaves marocaines ou congolaises en Belgique, des enclaves algériennes et nigérianes en France, des enclaves turques en Allemagne, leur garantir des droits particuliers et autre chose. Ça, pour moi, ce serait l'application, et avec un pouvoir fort au-dessus de ces pays pour Il y s'assurer a un autre que phénomène, on ne se Antoine, il y a un autre aspect, de nouveau pour focaliser sur la Russie et pourquoi l'exemple n'est pas le même en Europe. Et puis, ça sera intéressant de voir tous les commentaires qui vont défiler très rapidement là-dessus. Euh, c'est qu'en Russie, les bourriates, et tu connais assez bien la Russie pour le savoir, que ce soit les bourriates, les Tchétchènes, les Tatars, même les gens du Sibérie-Caucase, etc., tous ceux qui vont être des unités un peu différentes, les Biélorusses, etc., Oui, se soumettent aux Russes. oui, Il y a une notion de soumission et de pensée généralisée chez tous les autres peuples où ils se considèrent comme c'est normal de se soumettre et d'être guidé par le peuple russe. Hein, oui. et tu as ressenti ça. Bien sûr, mais la Russie, au sens strict, et là encore une fois, je sais que tous ces termes sont diabolisés, mais la Russie, pour moi, est un empire, c'est une fédération, mais c'est un empire russe qui traite ses autres populations comme un empire les traiterait. Alors, euh, il peut garantir le respect de ces différentes cultures, mais en montrant, en rappelant qu'il y a en allemand on dirait une Leitkultur, c'est-à-dire une culture dirigeante, une culture maîtresse, voilà, c'est la culture principale, et les autres cultures sont respectées, mais avant tout il y a la culture russe, avec un hymne russe, une langue russe, une littérature russe, et c'est celle-là qui doit primer sur le reste du pays. Alors, cela, je pense que c'est quelque chose dont on peut s'inspirer, c'est-à-dire que euh, la remigration, ce n'est pas uniquement, par exemple, des mesures concrètes sur l'immigration, c'est-à-dire on renvoie X% de demandeurs d'asile, on renvoie des illégaux, etc. Ça, c'est, on va dire, l'aspect négatif, négatif au sens où on essaye d'inverser les flux migratoires et de renvoyer une partie de la population, mais il y a aussi un versant positif de la remigration, qui est justement la réaffirmation d'une Leitkultur, d'une culture dominante. C'est-à-dire qu'il faut rappeler que en France, toutes les cultures ne sont pas à mettre sur le même plan d'égalité. C'est-à-dire qu'en France, il est normal que la culture française doive prédominer, que la langue française, que l'histoire française, que la tradition française, que tout ça doivent être mis au premier plan. Parce que nous baignons aujourd'hui dans une idéologie multiculturelle, cosmopolite, etc. À cela s'ajoute une culture de la culpabilisation, culpabilisation par rapport à tous les crimes réels ou fantasmés que les Européens ont commis. Je ne nie pas qu'il ait pu y en avoir, mais je dis qu'on a un rapport pathologique à notre passé. C'est particulièrement vrai en Allemagne, évidemment, avec la culture de la culpabilité, mais elle se retrouve peu ou prou dans tous les autres pays d'Europe de l'Ouest. Et cela a tendance à conduire nos gouvernants à dire oui, mais en fait, réaffirmer la prédominance de la culture française, ce serait au fond le premier pas vers les heures les plus sombres de notre histoire. Et c'est pour ça qu'on se retrouve Dans avec... ce cas-là, le gros problème, c'est la croyance qui est venue avec la Révolution française d'égalitarisme. C'est ça le Bien gros sûr, problème. bien sûr. Et C'est-à-dire que... cette illusion d'égalitarisme qui est rentrée vraiment dans le subconscient général du peuple français empêche Oui. la plupart de la population de voir la vérité et que la notion d'égalitarisme n'existe pas dans le monde réel. Bien sûr, c'est bien de rappeler la source, la matrice révolutionnaire française là-dedans,
puisque c'est à partir de ce moment-là que naît l'idée, en tout cas que se matérialise cette idée, que effectivement la citoyenneté, que la nationalité n'est au fond que le résultat de valeurs partagées. C'est-à-dire que si vous Mhm. partagez les valeurs de la République révolutionnaire, eh bien vous êtes français. Le cas le plus ridicule, mais le plus parlant de ça, au moment de la Révolution française, c'est un décret, alors j'ai oublié le nom de ce décret, mais c'est un décret qui a donné la citoyenneté française à, à plein de personnes qui, selon les termes, défendaient les valeurs universelles révolutionnaires. Et donc on a donné la nationalité française à des gens qui ne l'avaient même pas demandé, comme Tadeusz Kościuszko, le Polonais, ou Schiller, par exemple, a découvert qu'il était devenu français en lisant le journal Le Petit Matin. Il s'est levé un jour, il a pris la Gazette et il a appris qu'il avait été fait citoyen français. Parce que, voilà, ses idées trouvaient un écho chez les révolutionnaires français. Et ça, c'est un peu la caricature de cette conception purement civique de la nation, de la citoyenneté, c'est-à-dire que on serait français parce qu'on partage les valeurs de la République, sans toujours C'est préciser d'ailleurs quelles sont ces valeurs. Sénégalais qui disaient nos ancêtres les Gaulois, Mhm. parce que cette notion-là également est née pendant la Révolution française, Oui. où, comme ils voyaient qu'ils n'allaient pas pouvoir unifier le pays sur de l'abstrait et sur une idéologie, on a commencé à enseigner quelque chose de complètement faux pour réunir les gens de façon nationaliste. Et on a voulu donner une notion qu'il y avait du sang gaulois chez tout le monde, alors que le sang gaulois était minime. Il était Il y déjà a un héritage celte qui est quand même important en France, mais il y a aussi l'héritage romain, il y a l'héritage des Francs, franc etc. et tout ça, etc. Oui. Mais là, tu soulèves même un autre point intéressant qui est selon moi vraiment le machiavélisme de la gauche, des mouvements de gauche à travers l'histoire, c'est que tous ces gens qui sont cosmopolites, internationalistes, etc., le sont dans leur grand discours au moment de prendre le pouvoir, le sont par philosophie, par conviction interne, mais comme tu dis, quand il s'agit de défendre leur pouvoir une fois qu'ils y sont, alors là, ils n'hésitent pas à s'appuyer sur toutes sortes de discours extrêmement nationalistes et parfois complètement fantasmés. Ça a été le cas en France avec les révolutionnaires, mais en Russie, Staline s'est appuyé sur le sentiment patriotique russe contre les Allemands, par exemple, alors qu'avant le parti bolchevique défendait l'internationalisme, etc. Si on prend Ceausescu en Roumanie, par exemple, eh bien là, il y a eu l'invention d'un récit national complètement fantasmé, comme quoi les Roumains seraient quasiment une race à part en Europe. Euh, Parce qu'effectivement, en fait, les discours purement abstraits ne sont pas suffisamment porteurs pour les populations. Donc, à un moment donné, ces gens de gauche, ces révolutionnaires, sont prêts à toutes les compromissions. On ferait bien d'écouter tout ce que chaque pays dit exactement, comment il manifeste ses archétypes et tout ça. Par exemple, les Russes ont le même hymne national depuis le moment de la révolution russe. Ça n'a jamais été l'international, c'est écrit en France, mais Oui. au niveau de l'air, de la musique, il est resté le même. Mais les paroles ont été changées Oui. régulièrement. Ça a Il été y a eu une petite parenthèse, je crois que sous Yeltsin, ils ont changé, puis quand Poutine est revenu, il a demandé aux compositeurs de l'ancien hymne soviétique de réécrire d'autres paroles, et ils ont repris le même air. absolument, mais celui qui l'avait écrit, même à l'époque de Staline, c'était le père du grand metteur en scène russe, je me souviens plus de son nom tout de suite, celui qui a fait le film Utamlon et Sons. Oui, je ne sais plus son nom non plus. Ouais, ouais, mais qui est un très grand patriote russe, etc. Bon, ça reviendra plus tard, c'est pas grave. Mais c'est intéressant de voir la présentation de la Russie par son hymne. Mhm. Alors que pour abonder dans ton sens et dans le sens de remigration nécessaire, et pour aller vers un identitarisme, quand tu regardes l'hymne national polonais, c'est Jeszcze Polska nie zginęła, póki my Oui. żyjemy. La Pologne n'a pas encore disparu tant que nous on Tant que est nous vivons. vivants. C'est nous d'abord. Oui, C'est-à-dire, hey, les gars, c'est notre ADN qui dirige tout ça. Ça bien n'a sûr. rien à voir avec les papiers, avec quoi que ce soit, etc. Et d'ailleurs, même si on est foutu à la porte, on revient parce que juste après, ils disent Marsz, marsz Dąbrowski, Ziemi de Polski, Oui, etc. oui. Et, et, Mais et, et si je puis me permettre, c'est très intéressant que tu mentionnes cela, car je pense justement que
nous avons des leçons à tirer de l'expérience des peuples d'Europe de l'Est ou d'Europe centrale, parce que les Polonais préfèrent se dire Europe centrale qu'Europe de l'Est généralement, mais bon, pour nous autres, c'est l'Europe de l'Est. Parce que c'est très bien d'avoir rappelé ça, parce qu'effectivement, la Pologne, et c'est pas le seul pays en Europe de l'Est, mais prenons la Pologne est un pays qui a été effacé de la carte à plusieurs reprises. C'est-à-dire que c'est un pays dont la nation polonaise a été détruite, etc. Et pourtant, Pendant elle, 120 ans. pendant 123 ans, la domination, puis après la Seconde Guerre mondiale, elle est aussi sous occupation, etc. Et pourtant, la Pologne existe toujours, il y a toujours un peuple polonais, etc. Et c'est-à-dire que même sans État, la culture polonaise continuait d'exister de manière souterraine et aspirait à une forme Et d'indépendance. la meilleure littérature polonaise est sortie pendant les périodes, que ce soit en roman avec Sienkiewicz, en Oui, poésie avec Mickiewicz, pendant la tout à fait. période De où la l'exil. Pologne n'existait pas. Bien sûr, avec Krasinski, Mickiewicz, etc., toutes ces écrivains de l'exil. Euh, Alors qu'en Europe de l'Ouest, d'une certaine manière, je pense que nous souffrons de notre histoire trop heureuse. Alors, heureuse, je veux dire, pas peureuse. D'une histoire très, très heureuse. Alors, attention, hein, je ne dis pas que ça a été totalement idyllique. Au contraire, il y a eu plein de guerres entre nous, les guerres de 100 ans, entre l'Angleterre et la France, etc. On a connu bien des drames. Mais ce sont des nations qui ont conquis le monde à l'époque des grandes découvertes et du colonialisme, et ce sont des nations qui n'ont pas vraiment menacé d'être détruites. C'est-à-dire que euh, même si on s'est fait la guerre autant que ça a été possible, la France n'a jamais été rayée de la carte comme la Pologne, ni l'Angleterre. Et donc, j'ai l'impression que nous prenons mal la mesure de la catastrophe que peut être le grand remplacement. C'est-à-dire que nos peuples ont pris l'habitude de penser que notre existence était éternelle. Alors que bien d'autres peuples dans l'histoire savent à quel point les choses sont fragiles. Et je pense que parmi la plupart des peuples en Europe, mais les Polonais sont très conscients de cela. Ils sont très conscients que la liberté et la possibilité de vivre dans un pays qui est le leur est un bien extrêmement précieux et qu'il est très cher de le conserver. Donc aujourd'hui, ils y sont très, très attachés. Mais tu as cité l'hymne polonais, c'est des paroles qu'on retrouve dans beaucoup d'hymnes en Europe centrale. D'ailleurs, dans l'hymne ukrainien, c'est pareil aussi, hein, c'est Ще не вмерла Ukraina, l'Ukraine n'est pas encore morte. Et je pense qu'il y a d'autres. J'avais regardé les hymnes d'autres pays de ces régions, c'est très similaire, c'est un peu sur le modèle polonais. Euh, et donc ces nations vraiment ne veulent pas se laisser faire parce qu'elles savent le prix de l'indépendance, elles savent le prix de la liberté. Et nous, c'est quelque chose que nous avons oublié. Et au fond, dans la tête de beaucoup même de patriotes, la France existera toujours. Elle ne va pas disparaître. Et même si elle est remplacée, même s'il y a des millions de musulmans qui s'installent dans notre pays, ce sera toujours la France. Or non, je pense qu'il faut vraiment prendre Absolument. conscience de la fragilité des grandes choses, de la fragilité des choses humaines. C'est ce que disait Peggy dans de très beaux textes. Et ça vaut il parlait d'un individu, mais c'est une métaphore pour les pays. Il disait il faut 20 ans pour former un individu. C'est-à-dire que les parents consacrent énormément de temps, d'efforts, etc., pour faire d'un petit être un homme bien construit. Et encore, quand on dit 20 ans, au fond, c'est même pour toute la vie, 60 ans ou plus. Mais bon, au moins 20 ans pour faire d'un petit être un homme bien formé et accompli. Et il suffit d'un coup de revolver, il suffit d'une seconde pour réduire tous ces efforts à néant. On Mhm. peut passer des années à construire une ferme, à avoir des champs et à développer tout ça. Et il suffit d'un barbare qui arrive, d'un vandale et qui met le feu à la ferme et aux récoltes pour que tout parte en fumée. Et c'est pareil pour les pays. C'est-à-dire que nous nous asseyons sur le capital accumulé par les générations, et quand je dis le capital, c'est le capital économique, c'est le capital culturel, civilisationnel, le patrimoine, etc. Et au fond, tout ça peut partir en fumée extrêmement vite, bien plus vite qu'on ne le croit. Et puis, dans les pays d'Europe de l'Est ou d'Europe centrale, pour ne pas froisser certains, comme tu disais tout à l'heure, il y a une notion d'appartenance à un Oui, sang donné. On porte ça dans le sang et tout cela. Et puis, on parle de sang, pas d'une façon barbare en Pologne, mais le mot, quand on dit crève, mhm. il y a une notion noble qu'on ressent tout de suite dedans. Alors et il y a une notion de beaucoup d'aspects archétypaux qui existent, etc.
le pape Jean-Paul II était arrivé en Pologne, tout le monde s'est levé, on commençait à chanter Mercem et Boga, qui est ce chant Nous voulons Dieu, quoi. Et ils ont fait Ouais, la même chose quand Trump a parlé en 2017, en juillet, quand il était en Pologne. Ils sont levés, puis nous, Mercem et Boga. Et tout ça, il y a un ancrage archétypal qui est très fort. En France, il pourrait exister. mhm, Parce que la France a une littérature extrêmement riche, a une musique extrêmement riche, il y a un passé culturel qui est extrêmement riche, mais il n'est plus du tout enseigné. Il ouais, n'existe plus. Il a foncièrement, je ne veux pas être sombre, négatif et pilule noire, mais il a été oublié ouais. dans beaucoup de cas. Donc il n'y a pas ça. Alors autour de quoi est-ce qu'on fait revivre? Ah, ça, c'est vraiment la grande question, effectivement, parce que euh, tu soulèves vraiment le drame, hein, qui est la déculturalisation, le déracinement intérieur des Européens de l'Ouest, qui au fond, c'est ce que disait Renaud Camus, c'est-à-dire que Renaud Camus parle du grand remplacement, on sait toujours le grand remplacement, mais il dit aussi qu'il y a un petit remplacement, c'est-à-dire qu'il y a d'abord un petit remplacement culturel qui prépare le grand. Il n'y aurait pas de grand remplacement possible s'il n'y avait pas d'abord eu un petit remplacement au préalable. Parce que c'est une de ces formules choc. Un peuple qui connaît ses classiques ne se laisse pas jeter dans les poubelles de l'histoire. Je pense que c'est assez vrai. Ah, Moi, je suis d'accord. je suis atterré que Emmanuel Macron ait pu devenir président, alors même que durant la campagne présidentielle, il a dit qu'il n'y avait pas de culture française. Mhm, C'est mhm. proprement stupéfiant que cette phrase ne soit pas disqualifiante pour une grande partie du peuple. J'ai du mal à imaginer le peuple polonais voter pour quelqu'un qui dit mais vous savez la culture polonaise ça n'existe pas. Alors je me fais peut-être des illusions, mais c'est quelque chose que je trouve vraiment stupéfiant et d'une certaine manière je retombe sur mes pattes, c'est-à-dire que je pense que la remigration peut être le vecteur de ce réenracinement culturel. C'est-à-dire que nous Ah, sommes pour la remigration pour défendre notre culture, mais c'est aussi le combat pour la remigration qui va faire retrouver notre culture à une bonne partie d'entre nous. C'est-à-dire que est-ce que je ça pense vient que ensemble? Est-ce qu'il y en a un qui vient avant l'autre? Parce que c'est ça qui va être fondamental. En termes oui, mais je pense que pour certaines personnes, je veux dire, pour moi, par exemple, ce qui me motive personnellement, c'est que je suis, je ne dis pas ça du tout pour me vanter, hein, mais je suis totalement pénétré par cette culture européenne que j'adore de tout mon être, qui m'a été transmise par mes parents, par mes grands-parents, et que je cherche à défendre absolument envers et contre tout. Et l'idée de la disparition de cette culture m'emplit d'angoisse, et je ne fais pas, ce n'est pas une exagération de ma part quand je dis ça. Mais je pense que beaucoup de gens aussi, des gens peut-être plus jeunes que moi, déjà de la génération qui me succède, a peut-être déjà un rapport plus distant avec cette culture européenne, mais cherche à le retrouver. Je pense que la jeunesse actuelle, ma génération et même la génération qui est venue après, est divisée, il y a en sorte de quelque sorte de pans, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus déculturée, beaucoup plus déracinée intérieurement, mais une partie d'entre elles cherche à se réenraciner, veut redécouvrir cette culture dont ils n'ont que des intuitions. Or, ce qu'il y a face à eux, c'est-à-dire qu'ils sont en contact de gens qui, eux, revendiquent très fièrement leur appartenance à une autre civilisation et se font renvoyer comme ça par boomerang ce qu'ils sont sans le savoir. C'est-à-dire que moi, la plupart des musulmans que j'ai rencontrés, même des amis hein, lors de mes études, etc., qui venaient du Tadjikistan, qui venaient de Tunisie, etc., nous étions en Allemagne, nous étions en Suisse, nous étions en Belgique, et ils me disaient, vous autres en Europe, vous autres les chrétiens. Et moi je leur disais, mais vous savez, les Européens ne sont plus chrétiens, enfin les chrétiens sont une minorité aujourd'hui. Et ils me soutenaient que non, c'est-à-dire ils me soutenaient que tous les Européens, que tous les Suisses, que tous les Allemands étaient encore chrétiens. C'est-à-dire qu'ils nous voient encore comme des chrétiens. Et Mhm. ils renvoient à nos populations une identité qu'ils ont oubliée. Des Mhm. Occidentaux, des chrétiens, des croisés, tout ce que vous voulez. Et d'une certaine manière, cette immigration de masse est un vecteur pour retrouver ce que nous sommes par antagonisme. Un peu comme disait Hegel, on se pose en s'opposant. Et, euh,
et je pense que vraiment le retour à la culture pour une partie des Européens va se faire dans ce combat, justement. C'est qu'au fond, la remigration elle-même a deux pans. C'est-à-dire que la remigration, on peut l'envisager de manière très rationnelle, très opératoire, hein, comme quand on parle des mesures de Trump avec l'ICE Mhm. ou la manière dont parle Martin Zellner dans son livre. Son but est vraiment de montrer que c'est un projet concret, possible, ce n'est pas un fantasme. Mais il y a aussi la remigration comme mythe, comme mythe au sens sorélien du terme. C'est-à-dire que Georges Sorel, qui était un théoricien français du début du XXe siècle, disait qu'au fond, ce qui mobilisait les foules, ce n'était pas des programmes bien construits, c'était un mythe, c'était une image qui parle Ouais. directement à la sensibilité plutôt qu'à la raison. Et on peut trouver plein d'exemples de ça. La plupart des militants communistes au XXe siècle n'étaient pas communistes parce qu'ils avaient pris le temps de lire Le Capital de Karl Marx en allemand dans le texte et étaient au fait de toutes les subtilités. Non, ils étaient mus par l'idéal communiste, par une idée assez vague mais en même temps puissante, qui était de la société sans classe, par exemple, qui était cette idée de paix universelle, d'égalité universelle, etc. Les chrétiens, pareillement, dans l'Antiquité, étaient mus par le mythe qui était le retour du Christ en gloire. C'est-à-dire, on agit avec cette idée que le Christ va revenir très bientôt. Et la remigration peut agir de la même manière, et je pense commence déjà à agir de la même manière pour une partie de la population, c'est-à-dire qu'en fait, remigration, directement, quand le mot est prononcé, une grande partie d'entre nous comprennent intuitivement que cela veut dire une France davantage française, une Allemagne à nouveau allemande, etc. Et, et, et c'est quelque chose qu'on veut retrouver. Et Une donc, après, parenthèse de provocation de ma part, oui, au risque de te mettre dans l'embarras. oui, je t'en prie. En ce moment, est-ce que tu te sentirais plus apte et plus enclin à te battre pour une renaissance franco-française ou belge ou européiste? Euh, Européenne. Je dirais européenne plus qu'européiste, parce que européiste, on pense très vite à l'Union européenne. Mais je dirais européenne au sens où, évidemment, je suis belge et, si je puis dire, je souhaite avant tout que la Belgique retrouve le bon vivre qu'elle avait avant le grand remplacement. Néanmoins, si demain j'apprends par exemple que l'Autriche arrive et met en œuvre la remigration, j'en serais extrêmement heureux et je vivrais cela aussi comme une victoire, même pour moi. C'est-à-dire Hmm. que si la Pologne, si l'Autriche, si l'Italie arrivent à préserver leur culture, j'en serais heureux. Ça fait aussi partie, je veux dire, on se bat d'abord et avant tout pour les siens, c'est évident, et c'est évident que les militants pour la remigration en France se battent d'abord et avant tout pour la France, et moi peut-être pour la Belgique. Mais je vois cela quand même comme faisant partie, comme un combat, faisant partie d'un combat beaucoup plus large pour la civilisation européenne. Et j'espère évidemment que la France et la Belgique ne seront pas euh, perdantes dans cette histoire, mais si au moins la Pologne, l'Autriche, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, que sais-je, arrivent à se sauver, eh bien je verrais cela quand même au moins comme en partie une victoire. C'est à ce niveau-là que je ne suis pas belgo-belge. C'est-à-dire que si la Belgique arrivait à se sauver et que le reste de l'Europe est totalement islamisé, je verrais cela quand même comme une grande défaite. Ah ben, si la Belgique arrivait à se sauver au milieu de toute D'ailleurs, je ne l'Europe, vois pas comment ce serait possible. ouais, elle serait un peu trop entourée. Oui, je pense. C'est pour ça que je pense que c'est un combat commun. C'est-à-dire que je crois fondamentalement que sur ce point, j'entends évidemment que les États européens ont des intérêts qui peuvent tout à fait diverger d'un point de vue économique, stratégique, etc. Alors, ça me chagrine, mais je ne suis pas naïf sur cette question. Néanmoins, sur la question du grand remplacement, nous avons tous un intérêt commun. C'est-à-dire que nous avons tous intérêt à ce que les autres pays européens mettent en œuvre la remigration parce que chacun sera un peu par un effet domino, permettra de donner l'exemple. Et par exemple, chez les nationalistes allemands, une bonne partie des nationalistes allemands comptent sur l'Autriche pour montrer l'exemple. En Autriche, par exemple, le parti FPE est en très bonne position et le président du parti FPE, Herbert Kickl, défend ouvertement la remigration. Si l'Autriche arrivait à commencer à mettre en pratique cette politique de remigration, il y aurait ce qu'on appelle chez les nationalistes allemands un Alpenwende, un tournant des Alpes, c'est-à-dire des Alpes, un modèle qui viendrait
de cette périphérie du monde germanique, et ça donnerait du poids aux nationalistes allemands pour faire de même. Donc c'est à ce niveau-là que je pense que les identitaires européens ont tout à fait intérêt à travailler en synergie. Mhm. Ouais, il y a beaucoup à faire. Ce que je voulais faire là pour peut-être amener ce premier entretien qu'on a ensemble, Antoine, à sa clôture, mais ce sera avec grand plaisir, si tu veux bien l'accepter, qu'on pourra aborder d'autres choses dans un avenir relativement proche. Et puis dites-nous Bien tous sûr. les auditeurs ce que vous pensez de cette intervention d'Antoine que moi j'ai trouvé passionnante. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à nos auditeurs comme livre à lire ou euh, émission YouTube à regarder ou d'autres choses à regarder en ce qui concerne une compréhension plus approfondie du besoin de remigration? Eh bien alors, c'est très bien que tu me poses la question. Je vais conseiller un livre à tes spectateurs en leur demandant d'être juste un tout petit peu patient, car nous allons sortir dans nos éditions de l'Institut Iliade le mois prochain un livre sur la remigration écrit par Jean-Yves Le Gallou, qui sera préfacé par Martin Zellner. Donc je commencerai d'abord par conseiller ce livre-ci sur la question. Donc il sortira en mars. Je n'ai plus la date précise en tête, mais je pense que ce sera à la mi-mars. Donc, je les invite chaudement à lire ce livre, qui sera le premier livre en français sur cette question. Alors, non, pas exactement le premier livre. Je sais qu'il y a eu un livre collectif par Génération Identitaire il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années sur le sujet, mais je pense qu'il est devenu très difficilement trouvable. Mais ce sera le premier livre par un auteur connu en France, qui est Jean-Yves Le Gallou, sur la remigration. Alors, je commencerai par conseiller ce livre-ci. Si les spectateurs savent parler d'autres langues étrangères, je conseillerais le livre de Martin Zellner, alors qui est pour le moment uniquement disponible en allemand ou en italien, mais qui le sera bientôt également en anglais, et j'espère qu'il sera traduit en français. Et sinon, en fait, d'une certaine manière, je conseillerais. Alors évidemment, on peut lire toutes sortes d'autres livres sur le problème migratoire, d'autres livres de Jean-Yves Le Gallou, des livres de Laurent Berton, etc. Tout ça est très utile, tout ça est très, très intéressant. Mais je conseillerais aux auditeurs de ne pas rester uniquement sur le versant négatif, c'est-à-dire quels sont tous les problèmes causés par l'immigration de masse, mais je les inciterai tout simplement aussi à connaître davantage leur propre civilisation, à s'intéresser aux racines profondes de nos pays, alors à la fois ce qui différencie, ce qui spécifie chacun de nos pays européens, c'est-à-dire la culture polonaise, la culture française, notre histoire, mais aussi la plus longue mémoire, comme on a tendance à le dire à l'Institut Liène, et ce qui nous est commun entre Européens. Et donc là, vraiment, le passé plus ancien, les Indo-Européens, les racines chrétiennes, les, pour montrer que ce combat pour la remigration est légitime. Il est légitime moralement, civilisationnellement, historiquement, etc. À l'ONU, par exemple, il est dit que les peuples autochtones ont le droit de défendre leurs terres et leur identité. Et bizarrement, on a l'air de refuser ce droit aux Européens. Or, il faut rappeler que les peuples autochtones en Europe, c'est nous les indigènes d'Europe. Nous avons un droit historique à la continuité. Et donc, il faut rappeler ça. Donc, je conseillerais toutes sortes de livres sur le sujet. Nous en avons à l'Institut Iliade, hein, des livres, par exemple, le livre, je ne l'ai pas ici sous la main, de Henri Levavasseur sur les Indo-Européens, mais il y en a quantité d'autres. Est-ce qu'il y a des livres, des œuvres dont toi tu es l'auteur ou des enregistrements que les gens pourraient se procurer? Alors, comme livre, j'en ai écrit deux. J'en ai un sur la main, c'est un petit livre donc sur Félix Konechny, Introduction, la guerre des civilisations, donc ce grand théoricien polonais des civilisations. D'une certaine manière, bon, les gens connaissent davantage Oswald Spengler parmi les théoriciens des civilisations. Donc, on a aussi publié un livre sur Oswald Spengler par mon compatriote David Engels. Et donc, si vous voulez comparer ces différentes théories civilisationnelles, vous pourrez lire sur Oswald Spengler et mon livre sur Konechny. J'ai également écrit un petit livre dans cette même collection, mais je ne l'ai pas sous la main, sur le réalisme politique, où je parle de cette tradition donc, qui vise à éclairer les règles propres de la politique à travers des figures comme Machiavel, Carl Schmitt, Julien Freund, par exemple. Et sinon, comme vidéo, j'ai réalisé une très longue vidéo sur le livre de Martin Zellner, comme je l'ai dit.
je conseillerais celle-là en priorité. Et puis, j'ai envie de dire que je conseille toutes les vidéos que j'ai faites sur ma chaîne, si je peux être D'accord, ambitieux. ok. Bah, très bien. Alors, ta chaîne, c'est Ego- Egonon. Egonon, d'accord. Je voulais seulement que tu le répètes pour que les gens aillent le chercher. Et vous verrez, peut-être pour certains auditoires, tes approches sont extrêmement intellectuelles et Oui, elles ne sont pas assez conflictuelles, bagarreuses et tout ça, etc. Donc, j'ai fait 2 vidéos peut-être légèrement plus, enfin, non, 3 ou 4 vidéos peut-être légèrement plus polémiques, mais qui restent quand même à un niveau très intellectuel. Mais j'ai répondu à 2 personnalités de gauche, Salomé Saquet, qui est une jeune journaliste qui s'est fait connaître parce qu'elle a écrit un livre qui s'appelle Résister, Résister à l'extrême droite, hein, la fameuse menace fasciste en France actuellement. C'est un livre qui fait un best-seller et j'ai commis une réponse à son endroit sur ma chaîne et j'ai aussi fait une vidéo de réponse à François Bégodeau. François Bégodeau est un écrivain et un essayiste de gauche de tradition marxiste et anarchiste et je lui fais une réponse, mais c'est une réponse évidemment très intellectuelle et très philosophique. mhm. Ok, ben, parfait. Ben, écoutez, j'espère que vous avez tous beaucoup apprécié Antoine ainsi que ses précisions. Alors, laissez des commentaires, dites-nous ce que vous avez pensé du tout. Et n'oubliez pas, Antoine peut parler d'énormément de sujets. Il a une expérience aussi, mais surtout empirique. Et aussi bien empirique qu'intellectuel, j'allais dire, parce que dès qu'il va se retrouver quelque part, il va l'accompagner de recherche intellectuelle. Donc, il mélange les deux côtés de la chose. Et pour moi, je trouve ça intéressant parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui va aller chercher une expérience, mais qui en même temps ne va prétendre qu'il n'y a que le côté anecdotique de cette expérience qui va être porteur de vérité. Il va chercher à s'instruire auprès de personnes qui sont passées avant lui et où il y a un discours qu'il faut mériter qui mérite d'être entendu. Donc, dites-nous ce que vous en pensez. Et moi, je crois que de toute façon, vous serez d'accord avec moi qu'on aura besoin de réinviter Antoine pour aborder de nombreux autres sujets avec lui. Antoine, Avec merci plaisir. d'être venu là sur Point de Rupture. On a vraiment apprécié. Et donc, je rappelle, allez le voir sur sa chaîne Egonon, Ego Non. Et vous savez maintenant le sens de pourquoi il appelait de cette façon-là. C'est une question de noblesse, c'est une question de non-compromis, c'est une question d'être engagé par rapport à certaines convictions en tant qu'individu avant tout. Et ça se respecte énormément. Merci d'avoir écouté Antoine et à très bientôt. Merci beaucoup.